François, c'est une sorte d'autobiographie montagnarde que tu publies. C'est ta vie dans tes deux passions, c'est-à-dire la montagne que tu as beaucoup pratiquée et l'écriture que tu as beaucoup pratiquée aussi. Oui, j'ai pratiqué effectivement les deux. Il y a aussi une partie sur l'écologie de montagne, parce que je me suis beaucoup engagé. Mais bon, c'est déjà toute une vie pour vivre ma passion de la montagne, depuis que je suis tout petit, quoi. Voilà. Et donc, ce qui est vraiment très intéressant aussi, c'est que bon, on partage beaucoup cette passion et tu parles des gens que tu as rencontrés. Tu as été collaborateur de Lucien Devise. Tu peux nous en parler un petit peu du personnage? Oui, Lucien Deville lui-même, c'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier dans tout ce qui est guide, écriture et tout ça, et qui très rapidement m'a fait confiance. J'avais 24 ans à l'époque, et il avait une réputation de quelqu'un un peu fermé, un peu autoritaire, etc. Et peut-être qu'il a été dans d'autres circonstances, mais en ce qui concerne l'écriture et le travail sur les guides, moi, je l'ai jamais ressenti. Il m'a fait confiance dès le début et ça m'a donné. Oui, ça m'a permis de m'affirmer un peu dans ce domaine. Vous avez fait la réactualisation du guide Valo ensemble, c'est ça? Alors, c'était d'abord sur les écrins. J'ai travaillé sur 4 éditions successives du guide des écrins. Et puis, j'ai également été associé aux travaux sur le guide Valo. En fait, pas sur l'édition intégrale qui n'a pas pu redémarrer après 1980, mais sur une version qu'on appelle allégée, sélection de voix du guide Valo. Parce que les alpinistes purs te connaissent bien, tu es aussi rédacteur en chef de la revue CIM, oui. La revue du GHM, oui. Et puis tu es vice-président de l'association de montagne Wilderness. Donc, en fait, la montagne pour toi, c'est un tout, c'est ta vie. Oui. Et avec ce livre, on a l'impression d'en faire le tour. On a vraiment l'impression que, entre le ski de grande pente que tu as beaucoup pratiqué, la montagne où tu as fait de très belles ascensions, et les guides et la défense de la montagne, on fait un tour complet. C'est ça? Peut-être, oui. Au niveau des gens que j'ai rencontrés, on a parlé de Lucien Deville, mais c'est vrai que dans la première partie sur l'alpinisme, j'ai quand même eu le plaisir de rencontrer des gens avec qui que j'ai pu côtoyer dans quelques circonstances et j'aime bien témoigner de ces personnages, comme par exemple Lionel Terret, avec qui on avait fait une voix ensemble dans les Calanques et que j'avais revu ensuite. J'essayais de faire des portraits des gens que j'aimais bien dans ce domaine de la montagne, qui m'ont apporté quelque chose. Les Américains, j'avais connu Gary Hemming et Royal Robbins. Royal Robbins qui avait fait avec nous sa première course dans les Alpes, c'était la Ménégo à l'Aiguille de l'Em en 62. Oui. Voilà. Et comment était-il ce Royal Robbins, aussi strict qu'on le dit ou... C'est-à-dire que c'était sa femme qui parlait français, lui il parlait pas un mot de français, donc ça limite un peu les échanges. Et puis j'ai fait que le voir, disons 48 heures en gros, et surtout il m'impressionnait beaucoup par sa facilité dans le rocher et puis l'air de faire quelque chose comme s'il marchait dans la rue et il se baladait dans du vertical. Alors c'est un dernier chapitre que j'ai intitulé « L'alpinisme a-t-il un avenir ?» C'est peut-être un peu pompeux, mais disons que ce sont des questions que je me pose qui rejoignent un petit peu les débats qui se passent actuellement dans le cadre des assises de l'alpinisme qui ont été lancées par Bernard Ami et Paul Keller pour s'interroger effectivement sur ce que représente actuellement l'alpinisme, ce que recherchaient les alpinistes. Y a-t-il une baisse de l'activité d'alpinisme ou au contraire, est-ce qu'on peut croire que ça va repartir? Donc toutes ces questions, je me les pose. C'est l'objet de ce dernier chapitre. Je m'interroge sur... j'exprime la nécessité de... Il y a une réponse, il y a une interrogation, une réponse à la fois sur la nécessité de conserver le terrain d'aventure, que toute la montagne ne soit pas équipée, on va dire aseptisée, qui est de quoi faire l'expérience soi-même.
Je m'interroge aussi sur la... je trouve magnifique certaines performances qui sont faites en haute montagne et de plus en plus. Et d'ailleurs, aujourd'hui et demain, il y a les cérémonies des piolets d'or. Et je trouve que les piolets d'or récompensent des ascensions et des auteurs d'ascension qui ont fait des exploits tout à fait remarquables en très haute montagne. Mais d'un autre côté, il y a aussi un aspect de compétition pure qui, à mon avis, est un peu en contradiction avec ce que recherchent les gens quand ils vont faire de l'alpinisme en haute montagne. Ne serait-ce qu'au niveau des horaires fulgurants qui se font dans des grandes faces des Alpes. Et pour moi, c'est pas tout à fait ça. On peut avoir les plus grands plaisirs dans l'alpinisme, et même avec les plus hautes performances, sans pour autant être obligé d'être toujours chrono en main. J'en discutais avec un ami allemand qui a fait en 62 l'ascension de l'Eiger avec John Arlin, et qui me disait, mais oui, mais moi, je trouve que pourquoi vouloir faire à tout prix la guerre sans bivouac, alors que ça doit être, quand il fait beau, c'est vraiment extraordinaire de bivouaquer dans la traversée des dieux. On peut... Donc toutes ces interrogations-là, je me les pose et je donne mes propres éléments de réponse, qui ne sont pas stéréotypés, figés. Je parle de la découverte que peuvent avoir les jeunes, et est-ce que la découverte vient forcément d'une via ferrata, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire la découverte? Je parle en particulier de mon petit-fils que j'ai emmené bivouaquer au sommet du Grand Area à 2800 mètres d'altitude quand il avait 9 ans, et qui a eu des émotions là qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'il peut avoir dans une via ferrata. D'ailleurs, il a un peu peur dans une via ferrata. Et là, il avait une petite appréhension d'aller bivouaquer. 2 jours avant, il me dit à ses parents, je peux aller avec grand-père au Grand Area. Et puis finalement, il y est allé. Il avait une petite appréhension, et il a petit à petit vaincu cette appréhension, enfin surmonté cette appréhension, et puis il a eu un grand plaisir là-haut, et qui lui ouvre peut-être des perspectives d'aller ensuite traverser les arêtes à pied, même si c'est de la montagne plus ou moins à vache, qui peut ensuite l'amener vers la haute montagne. C'est peut-être ce qu'a été mon itinéraire à moi quand j'étais tout jeune, ça fait peut-être un peu vieillot, j'en sais rien, mais je pense que les jeunes actuellement peuvent refaire un chemin de découverte qui soit complètement en phase avec cette nature fantastique qu'est la haute montagne. Et pour terminer sur Mountain Wilderness, alors quel est ton rôle dans l'association? En quoi tu... Alors, dans l'association, j'ai été à la création. On était avec Tazieff, Gabarou, Bernard Ami et 2 autres camarades, dont un, Chrysol Serrat, dont je parle à plusieurs reprises dans ce livre. Et à la suite de cela, pendant 7 ans, j'ai été secrétaire général de l'association. Et j'étais salarié de l'association, et je travaillais en liaison avec les présidents. Non, je plaisante. Comment? Non, c'était presque des bénévolats, mais bon, voilà. Mais quels sont vos combats alors? Qu'est-ce qui reste à... Ah ben c'est parti de la haute montagne. C'est parti de l'idée que la haute montagne était un domaine qui était peut-être de plus en plus mécanisé, de plus en plus, il y avait de plus en plus de constructions, les stations s'étendaient, et il restait moins de place pour véritablement la découverte de l'aventure réelle, enfin de la découverte de la nature, simplement, et on s'est bagarré. Trop d'équipements. On s'est bagarré déjà pour dire peut-être qu'à certains moments on est allé trop loin dans des équipements. On a proposé d'ailleurs qu'il y ait certains équipements qu'on puisse enlever. Alors ça s'est pas fait pour la télécabine de la Vallée Blanche, qui a été un peu notre première action un peu médiatisée,
Mais ça s'est fait à d'autres endroits où il y a des téléskis, où il y a des télésièges qui ont été démontés parce qu'ils considéraient qu'on avait été trop loin dans ce domaine. Mais il n'y a pas que dans ce domaine-là qu'on on a beaucoup aussi plaidé pour une approche plus personnelle, moins société de consommation de la montagne. On a cherché à faire pas mal d'informations, pas mal comment dirais-je, de débats aussi avec des jeunes pour savoir comment ils percevaient la montagne, et puis pour leur montrer qu'il n'y avait pas forcément qu'une seule image de la montagne qui était celle des stations de ski. Même si on a toujours dit, bon, les stations de ski, ça va, c'est ce qui a permis à la montagne de compenser la fuite des montagnards vers les villes, etc. Mais il ne faut pas aller dans l'excès inverse.